Bonjour. Pour cette semaine, je voudrais vous parler des 25 ans du traité de Maastricht, du commerce extérieur de la France et d'Alstom. Le traité de Maastricht, tout d'abord. C'est un triste anniversaire cette semaine, celui des 25 ans du traité de Maastricht. Signé le 7 février 1992 par les représentants des 12 pays de la CEE, il entra en vigueur en 1994. Les États reçurent aussi une feuille de route de Bruxelles, les critères de Maastricht, fixés en 1992 pour participer à l'Union économique et monétaire. Il s'agissait de rechercher une stabilité des finances publiques et des prix dans la communauté économique européenne, la CEE. Pour respecter les critères de convergence budgétaire, c'est-à-dire un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, un endettement public inférieur à 60% du PIB et une inflation qui ne doit pas excéder 1,5% par an. Mais comme toujours avec l'Union européenne, c'est irréaliste. D'ailleurs, la France n'a quasiment jamais respecté tous ces critères de Maastricht, à tel point que depuis quelques années, la Commission européenne a placé la France sous procédure de déficit excessif. Pour le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne, ce n'est pas très sympa. Ce traité fut la première pierre vers la monnaie unique et surtout la perte de la souveraineté monétaire des pays européens qui adoptèrent au final l'euro. En France, ce traité sera ratifié d'extrême justesse lors d'un référendum en septembre 1992 par 51% des voix. Le président François Mitterrand, durant sa campagne électorale en faveur du oui au référendum, n'hésita pas à promettre aux Français un avenir plein de lait et de miel, et puis surtout à jouer de la corde sensible en mettant en scène sa propre maladie. Toute la classe politique, les socialistes, UMP, RPR, centristes et autres ont soutenu ce projet anti-France, à l'exception bien entendu des patriotes du Front National. L'Union économique et monétaire, c'était la nouvelle corne d'abondance, la garantie du plein emploi, de plus de croissance économique, de plus de prospérité, de moins d'inégalités. Bref, l'Union européenne était une chance pour la France. 25 ans plus tard, on voit le résultat. L'explosion du chômage, la stagnation économique, la désindustrialisation, le surendettement et une paupérisation rampante qui touche toujours plus de Français. À cet échec évident, les eurogagas nous expliquent que si l'Europe de Bruxelles ne marche pas, c'est qu'il faut plus d'Europe et donc moins de France. Ils veulent imposer de force maintenant une Europe totalement fédéraliste où les nations doivent se fondre dans un magma des institutions euromondialistes dirigées par des technocrates tels que Jean-Claude Juncker ou Manuel Barroso. Il y a urgence pour les européistes. La semaine prochaine, d'ailleurs, à Strasbourg, les députés auront à voter un rapport socialiste sur la capacité budgétaire de l'Union européenne. Comprenez bien, par capacité budgétaire, c'est la création d'un super-État fédéral autorisé à lever l'impôt européen. Et durant la campagne présidentielle, vous entendrez les Fillon, Macron et autres vous expliquer que la seule solution est d'instaurer d'urgence une gouvernance économique de la zone euro, puis un fonds monétaire européen et aussi encore plus d'immigration, bien entendu. Dans cette folie européiste, il devient vital de se retirer de cette Union européenne fédéraliste et de retrouver notre indépendance nationale. Car à chaque année qui passe, sous le joug bruxellois, affaiblit un peu plus notre patrie. Le déficit de la balance commerciale de la France, c'est-à-dire le solde entre les importations et les exportations de biens, est toujours négatif. Ce déficit extérieur est reparti à la hausse en 2016 à 48 milliards d'euros après 4 années de baisse. Hélas pour François Hollande et tous les dirigeants euromondialistes, les faits sont têtus. Ils rappellent à la dure réalité des chiffres. D'ailleurs, Matthias Felk, le secrétaire d'État au commerce extérieur, lui-même reconnaît la situation. L'année 2016 n'a pas été bonne pour le commerce extérieur. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Mais surtout, le déficit commercial hors énergie a atteint un niveau record de 34 milliards d'euros, ce qui est supérieur à celui de 2011, année considérée déjà comme noire pour le commerce extérieur français. Cette dégradation est en partie conjoncturelle. Le retard dans les exportations du secteur aéronautique, qui représente 13% du total des exportations, et les mauvaises récoltes de l'an dernier ayant fortement pesé sur la balance. Mais la dégradation est aussi structurelle, comme le secteur automobile le prouve. Rien que la délocalisation des chaînes de production des sous-traitants français vers l'Europe de l'Est s'est traduite par une perte de plus de 3 milliards d'euros pour le commerce extérieur français. Les importations de véhicules devenant plus fortes que les exportations. De plus, l'absence de hausse du nombre d'entreprises exploitatrices inquiète aussi la capacité du tissu productif à rebondir. Car cela sous-entend que les mesurettes mises en place par les dirigeants UMPS pour restaurer la compétitivité de l'industrie française ne fonctionnent pas.
Une étude menée par le comité du suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE, a même confirmé l'absence d'effet visible sur les exportations. Alors cela confirme ce que répètent inlassablement les patriotes, le libre-échange mondialisé ne marche pas. La première des vraies causes fondamentales de ce déficit extérieur est l'euro et son système de change fixe entre les pays de la zone euro. Les 2/3 de notre déficit commercial proviennent de nos échanges avec les pays de l'Union européenne et en particulier l'Allemagne. L'excédent commerçant allemand a une nouvelle fois atteint un nouveau record en 2016 avec 253 milliards d'euros, au risque d'alimenter les critiques à son égard, notamment de Washington depuis Trump. Et depuis 1999, la part des exportations de la France dans la zone euro est passée de 17% à moins de 13% du PIB. Le problème principal pour la France face à l'Allemagne est l'euro monnaie unique. Un simple retour à un système de change flottant, par exemple comme l'écu, permettrait de restaurer une grande partie de notre équilibre commercial puisque les devises s'adapteraient automatiquement au niveau économique des différents pays. Le taux de change est un amortisseur. La seconde raison fondamentale du déficit commercial est le dogme mondialiste. Depuis des décennies, les dirigeants UMPS et l'Europe bruxelloise suivent un modèle économique ultralibéral d'ouverture totale de tous les marchés sans aucune régulation sérieuse. Les conséquences directes ont été des millions d'emplois industriels sacrifiés, des milliers d'usines fermées et un savoir-faire technologique qui s'est délocalisé. Et en plus d'abandonner notre tissu industriel en proie à la concurrence sauvage, ils n'ont cessé de surcharger de taxes au point d'asphyxier la compétitivité de nos entreprises. Ce déficit extérieur 2016 est donc un douloureux rappel que les chiffres, eux, ne mentent pas, à la différence des dirigeants UMPS qui nous gouvernent et qui nous trahissent depuis des décennies. La seule solution pour retrouver une balance commerciale équilibrée est la restauration d'un véritable patriotisme économique et d'un État stratège qui sache protéger nos entreprises de la concurrence déloyale mondiale. Alstom maintenant. À l'automne dernier, Alstom avait annoncé la fermeture de son site historique de Belfort. L'affaire avait fait du bruit à quelques mois de la présidentielle. Le gouvernement avait alors annoncé, un peu en catastrophe, des commandes publiques pour maintenir l'activité du site. 15 rames de TGV pour 400 millions d'euros. Déjà à l'époque, on s'interrogeait. Commander des rames TGV pour équiper des voies limitées à moyenne vitesse, c'était limite. Mais la promesse n'a pas tenu longtemps. Les juristes de Bercy ont en effet émis de sérieux doutes sur la légalité de cette commande par rapport aux règles de la concurrence européenne. On lit même que la direction de la SNCF ne voudrait pas de train, mais elle serait priée d'attendre la présidentielle. Ce petit jeu de je te tiens par la barbichette démontre à nouveau la collusion des élites, les effets d'annonce et le bluff permanent du gouvernement socialiste totalement à bout de souffle. Enfin, une brève. Le Royaume-Uni, cette semaine, valide une étape clé dans la mise en œuvre du Brexit. Les députés britanniques autorisent le Premier ministre Theresa May à lancer la procédure de divorce avec l'Union européenne. Elle doit annoncer la notification du retrait via l'article 50 du traité d'Union européenne d'ici le 31 mars 2017. À bientôt!